Bonjour Nathalie. Bonjour François, bonjour Jérôme. Alors vous êtes la patronne de l'atelier BNP Paribas Amérique du Nord, hein. Donc vous êtes très présent ici depuis de nombreuses années. Hein, plus de 12 ans. Voilà, pour veiller sur toutes les technos. Et on est très heureux de vous avoir ici parce qu'on aimerait bien avoir justement votre ressenti concernant l'innovation ici dans la Silicon Valley. Quelles sont vos tendances à vous que vous avez, on va dire, débusquées ? Alors, il y en a beaucoup. Je vais en choisir une qui est à l'intersection, qui est assez intéressante parce qu'en fait, elle est à l'intersection du bien-être, un petit côté santé, du bien manger, donc l'alimentation, et puis aussi une conscience environnementale qui est très présente ici, donc sauver la planète. Le bien manger, c'est hyper important ici parce qu'on sait qu'il y a du bien manger, mais il y a aussi beaucoup du manger un peu gras. Voilà, de junk food, hein, c'est ça. Hein. Autant on peut revendiquer San Francisco capitale de la tech, autant on ne va pas revendiquer San Francisco capitale de la food, de l'alimentation. Mais la food tech se passe ici quand même. Alors, quelles sont les tendances, justement? C'est quoi la food tech? Alors, la food tech sont toutes les technologies qui vont apporter de la valeur à la chaîne d'alimentation. Donc, ça va de la production à la distribution, donc tout ce qui va arriver jusqu'à nos assiettes. Bon, fintech, green tech et food tech, hein, Jérôme. Hein, attention, ça devient compliqué. Il y a de la tech partout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attaque à un problème qui est mondial. Alors, vous savez, les startups aiment attaquer des pain points, des points douloureux. Alors là, le point douloureux, il est quand même énorme. C'est le fait qu'aujourd'hui, on régénère nos ressources pas assez rapidement. Donc en fait, quand on consomme pendant un an, on met 18 mois à régénérer ce qu'on a consommé en un an. Donc en fait, le constat, c'est que la planète ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à manger comme on mange aujourd'hui. Alors il y a différentes solutions. Il y a celle de produire plus avec moins, qui est de dire comme ça on produira suffisamment. Il y a celle de changer les comportements, de dire bon, on arrête de manger de la viande. Et puis il y a cette tendance là. Ça c'est un peu violent quand même. C'est un peu violent. Donc, surtout là. Laissez-nous réfléchir, hein, Nathalie. Voilà, on sait qu'on touchera jamais tout le monde avec une approche aussi radicale. On va avoir du mal à vous suivre nous sur ce terrain-là. C'est vrai. Mais j'ai des solutions. Et justement la nouvelle solution, c'est de dire on va avoir une approche sur l'alimentation qui est différente, qui va utiliser certaines ressources, mais avec une dose d'innovation, on va arriver à produire des choses qui ressemblent très sensiblement à ce que vous avez l'habitude de manger. Alors c'est ce qu'a fait Impossible Food ici. Ils ont fait un steak haché donc qui se met dans les burgers, qui ressemble, si on ne vous le dit pas, vous pensez manger de la viande et en fait vous mangez des protéines végétales. Et en fait l'innovation, elle est bien sûr sur le remplacement. Alors il y a des restaurants français qui les distribuent. Alors l'innovation, elle est bien sûr sur le fait d'avoir substitué ces protéines et être allé sur les protéines végétales, mais surtout il y a toute une partie en laboratoire qui est de dire on va utiliser l'approche cellulaire pour reproduire le goût de la viande, la texture de la viande. Et vous l'avez goûté, Nathalie, ça? Et c'est vrai, si on ne me l'avait pas dit, j'aurais pu croire que je mangeais un burger. C'est-à-dire qu'on peut confondre avec de la vraie viande. Et c'est ce que dit le CEO d'Impossible Food. Il dit, si on voulait réussir, il fallait qu'on arrive à ça puisqu'on ne changera pas. Les Américains voudront toujours manger du bœuf. Donc, je ne crois pas au steak de soja. Voilà, on est loin de la caricature de ces steaks de soja qui sont immangeables. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, donc il y a tout un marché. Là, alors, ils appellent ça aux États-Unis Sustainable Protein. Alors, il n'y a pas vraiment de traduction en France. C'est les protéines de substitution. Plutôt, mon père, le côté durable, alors qu'il est important, qui est de dire on va développer ces protéines pour trouver des solutions qui prennent moins d'eau, moins de terre, puisqu'en fait j'utilise moins de sol et je ne sacrifie pas le goût. Mais on est quand même assez loin de la tech telle qu'on l'entend, pure et dure. Il n'y a pas beaucoup de processeurs dans ce steak haché. Alors il y a beaucoup d'innovations et de technologies. D'ailleurs, si on regarde Kite Hill, Impossible Food, Algama, en fait quand ils présentent les équipes, ils présentent leurs scientifiques, leurs ingénieurs. C'est marrant, on est loin de la présentation d'un agriculteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on va regarder ces solutions en se disant, ben voilà, ce sont des solutions alternatives qui peuvent être peut-être en addition, on ne va pas manger des burgers Impossible Food à tous les repas, mais voilà, qui peuvent être des complémentaires qui vont permettre de résoudre cette équation de consommation de la planète qui est compliquée. Donc beaucoup de choses autour des protéines alternatives. Impossible Food avec le burger est un exemple. Kite Hill, j'en parlais rapidement, eux sont attaqués au fromage, donc c'est du fromage sans lait de vache, c'est que du lait d'amande, et en fait vous le sentez pas, c'est pareil, ils ont réussi à mettre de l'innovation, incroyable ça. La texture, le produit soit au final dans là aussi vous avez goûté? Oui, on a goûté. On a vraiment l'impression de manger un fromage. Oui, tout à fait. Mais si ça se généralise, ça peut mettre des filières économiques entières par terre, non, notamment en France. Hein. Non, puisqu'en fait les acteurs de l'alimentation regardent aussi ce sujet-là et essayent d'amener de l'innovation chez eux, donc je pense qu'il y aura plus une mutation, certaines transformations qu'un remplacement. Et un dernier, alors dans cet exemple de protéines végétales, c'est, alors là je prends ma casquette ambassadrice French Tech, c'est un Français, Algama, c'est une start-up qui est à New York, qui là utilise les protéines végétales. Alors ils utilisent de la microalgue
Et ils vont utiliser les bienfaits de la spiruline pour ajouter des antioxydants. Donc là, on rejoint le côté aussi bien-être. Avec ces solutions qui ont le même goût, on va avoir des solutions qui peuvent être enrichies avec certains aliments et qui peuvent être moins gras, allégés. Voilà, c'est Donc, plus healthy là. Voilà. C'est-à-dire que là, on n'essaie pas de reproduire le goût de quelque chose, c'est apporter des super aliments. Exactement. C'est ça, hein. Et on n'est plus dans le complément alimentaire. Là aussi, on est plutôt dans des expériences culinaires. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec ces acteurs, c'est qu'ils ne touchent pas que les végétariens, les végétaliens, les gluten-free, ceux qui ne veulent pas tuer d'animaux. Ils veulent toucher tout le monde en apportant une réponse qui peut sauver une partie de l'équation pour notre planète. Alors ça, c'est mature, c'est déjà dans nos assiettes. On en a presque tous mangé ici. Après, une autre alternative, hein, puisque là, on était plutôt sur le fait d'utiliser quand même du végétal et une dose d'innovation en laboratoire. L'autre alternative, elle est certes plus radicale, puisque là, on fait tout en laboratoire, donc c'est l'agriculture cellulaire. Mais là aussi, il y a pas mal d'investissements qui sont faits dans la Silicon Valley. En gros, on peut imprimer de la viande. On avait vu ça il y a quelques temps. Je crois qu'il y a un grand de la Silicon Valley qui investit beaucoup d'argent là-dedans. Je me demande d'ailleurs si c'est pas Elon Musk. De pizza. Voilà. Oui, alors là, ça va tous faire en laboratoire. C'est du fantasme ou Alors, c'est pas du fantasme, puisque les startups travaillent dessus, ont reçu des investissements et commencent à avoir des produits. Là où c'est pas encore dans nos assiettes, c'est principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un cadre légal qui est pas prêt. Et la deuxième, je pense, il y aura besoin de transparence sur qu'est-ce qu'ils font exactement dans le laboratoire, qu'est-ce qu'ils utilisent, parce que voilà, il y a beaucoup d'approches cellulaires. Il y aura besoin de rassurer le consommateur. Donc là, je pense qu'on est plus dans la prospective. Et puis, c'est intérêt à être bien marketé parce que comme ça donne pas trop envie de mettre ça dans son assiette. Hein, c'est clair. Hein.